18h30 sur Al-Oula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée à la une ce soir. La nouvelle gare routière de Rabat s'étend majestueusement et les fins prêtes pour accueillir ses voyageurs. L'infrastructure de transport routier interurbain a été inaugurée hier par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. L'imposant édifice confère davantage d'éclat à la capitale et fait désormais partie intégrante de son paysage urbain. La gestion du patrimoine de la capitale au cœur des échanges entre son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna et Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. Une réception a été offerte en son honneur par son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat. L'action du Maroc en faveur de la question palestinienne sous le leadership royal, c'est l'essence d'un message royal adressé au président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la solidarité avec le peuple palestinien. Bonsoir. L'infrastructure de transport routier interurbain de voyageurs se renforce à Rabat. Une nouvelle gare routière a été inaugurée hier par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Cette imposante structure, dans l'air du temps, s'étale sur plus de 8 hectares. Elle consolide le rôle de la gare en tant que porte d'accès à la ville et vient confirmer encore plus l'attractivité de la capitale du royaume en tant que ville lumière. Nesrine Hamdawi. Elle se dresse majestueusement au cœur de la capitale du royaume, à l'entrée sud de l'autoroute Rabat-Casablanca, à proximité du complexe sportif Prince Moulay Abdallah. La nouvelle gare routière de Rabat insuffle un air de modernité au secteur de transport interurbain au niveau de la conurbation. Elle s'inscrit en droite ligne des objectifs du programme intégré de développement de la ville de Rabat, ville lumière, capitale marocaine de la culture. Inaugurée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la nouvelle gare de Rabat vient optimiser les déplacements des voyageurs et assurer un développement intégré, équilibré et inclusif des différentes villes du royaume. En marge de cette inauguration et sur ce même site, Sa Majesté le Roi a été salué par la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Madame Audrey Azoulay. Le souverain s'est félicité à cette occasion de la qualité du partenariat entre l'UNESCO et le Maroc, soulignant l'excellente collaboration entre l'organisation onusienne et le royaume pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et la préservation de la culture et des traditions qui se transmettent de génération en génération. Sa Majesté le Roi a particulièrement remercié la directrice générale de l'UNESCO pour tous ses efforts en faveur de la sauvegarde et de la protection du patrimoine culturel des nations qui a tendance à être spolié par d'autres pays ou assimilé par d'autres cultures. Fière de son pays d'origine, le Maroc, Madame Audrey Azoulay a salué l'engagement de Sa Majesté le Roi pour la protection et la promotion du patrimoine immatériel du Maroc, rappelant que le Maroc avait ratifié toutes les conventions de l'UNESCO s'agissant du patrimoine. Madame Audrey Azoulay s'est félicitée de la centralité et du caractère stratégique des relations entre l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et le Royaume du Maroc. La nouvelle gare routière de Rabat, un grand ouvrage doté de 46 quais pour autocars et un parking pour stationnement de longue durée des autocars de 22 places, contre 38 quais dans l'ancienne gare routière El Khamra. La structure dispose d'un parking extérieur pour voitures et taxis, une zone des pauses minutes, ainsi que des espaces de restauration et des locaux commerciaux. Elle devra accueillir plus de 10 000 voyageurs par jour, contre 6 000 voyageurs pour l'ancienne gare. Cet édifice flambant neuf comporte également un centre commercial de 40 commerces, alors que la gare d'Al Khamra ne disposait que de 15 locaux commerciaux. Un investissement de 245 millions de dirhams qui vient illustrer la ferme volonté du souverain de doter la ville de Rabat d'infrastructures à la hauteur de son statut et en phase avec les attentes des populations, résidents et visiteurs. L'architecture de la nouvelle gare est unique.
Elle allie modernité et authenticité et bénéficie d'un accès direct à partir de l'autoroute Rabat-Casablanca. De nouvelle génération, cette nouvelle gare est dotée d'un système informatique intégré de gestion qui favorise l'accueil et l'information des voyageurs. Elle favorise une gestion optimale des opérations de transport des voyageurs et de logistique et facilite l'achat des billets de voyage. On a plusieurs modes d'acquisition de billets, savoir qu'à l'entrée de la gare, le voyageur peut se diriger au niveau des bornes automatiques pour acquérir son billet. Pour les gens qui ont l'habitude de manipuler peuvent aller directement. Les gens qui pour la première fois manipulent ce type d'équipement pour l'acquisition de billets seront orientés, accompagnés par les fonctionnaires dédiés à ces tâches au niveau de la société de travail pour le compte de la société de gestion. Le deuxième mode d'acquisition, c'est l'acquisition directe au niveau des guichets. La nouvelle gare dispose également d'infrastructures et d'équipements qui permettent aux passagers et aux visiteurs de bénéficier des meilleurs services. Quant aux professionnels du secteur de transport routier, ils vont pouvoir améliorer leur compétitivité et augmenter leur chiffre d'affaires. Avec le développement que connaît ce secteur dans un monde qui bouge, Sa Majesté le Roi a permis la sortie de terre de cette grande gare qui va nous permettre de travailler dans d'excellentes conditions. Cette gare routière est la meilleure non seulement au niveau du Maroc, mais à l'échelle africaine. La position stratégique de la nouvelle gare routière et sa liaison au réseau des routes nationales et à celui des autoroutes devra contribuer au décongestionnement du trafic à l'intérieur de la ville de Rabat. Cette importante structure vient s'ajouter aux multiples actions et initiatives entreprises par Sa Majesté le Roi destinées à améliorer les conditions de vie des citoyens. Le patrimoine de la ville de Rabat, un héritage urbain à préserver. La gestion du patrimoine de la capitale du royaume était au cœur des échanges lors d'une réception offerte hier par son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, en l'honneur d'une délégation de l'UNESCO conduite par sa directrice générale, Madame Audrey Azoulay. Retour à Nisril Hamdaoui. Cette réception offerte par son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, en l'honneur d'une délégation de l'UNESCO, a été l'occasion d'un échange entre son Altesse royale et la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay. Au cœur de cet échange, la coopération depuis 10 ans entre la Fondation et l'organisation onusienne concernant la gestion du patrimoine de la ville de Rabat, capitale inscrite en 2012 sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Son Altesse royale a reçu par la suite les membres du comité du patrimoine culturel immatériel, en présence de Mehdi Ben Saïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et de l'ambassadeur Samir Dahr, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l'UNESCO. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, a souhaité à cette occasion plein succès aux travaux du comité. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, avec qui l'UNESCO a une très riche collaboration en matière de protection du patrimoine culturel pour Rabat, mais aussi sur d'autres sujets comme avec la Fondation pour la protection de l'environnement. Des échanges à la fois professionnels sur cette coopération qui est intense et qui se développe de plus en plus, notamment en matière d'éducation et de sensibilisation aux questions du patrimoine. La Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat participe aux travaux de la 17e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel par l'organisation avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la Maison de l'Artisan d'une exposition intitulée « Tapis de Rabat, tout un art ». L'exposition qui se poursuivra jusqu'au 3 décembre.
La Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat a été créée par Sa Majesté le roi Mohammed VI afin de préserver l'héritage matériel, immatériel et paysager de Rabat. Une partie de la ville est inscrite depuis 2012 sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO sous l'intitulé « Rabat, capitale moderne et ville historique, un patrimoine en partage ». La Fondation développe des programmes autour de 3 axes fondateurs, éduquer, sensibiliser et fédérer. Puissant levier d'inclusion et de cohésion, le patrimoine de Rabat est un véritable moteur de développement social, économique et culturel. La Fondation mène ainsi des actions régulières de découverte du patrimoine auprès des Rabatis, notamment les plus jeunes, afin de créer ce lien affectif, garant du respect et de la préservation de leur mémoire. Nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de la solidarité avec le peuple palestinien. Sa Majesté le roi Mohammed VI adresse un message au président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Message dans lequel le souverain réitère son soutien constant et clair à la juste cause palestinienne et aux droits légitimes du peuple palestinien. Jihad Libri ou Memarmli. L'action du Maroc en faveur de la question palestinienne reflète un engagement sincère et immuable, souligne Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds. Le Maroc n'a de cesse d'œuvrer pour la paix au Moyen-Orient sous le leadership royal. Un soutien constant et clair, affiché en toutes circonstances à la juste cause palestinienne et aux droits légitimes du peuple palestinien. Exprimant son souhait que cette question juste soit maintenue à l'écart des surenchères oiseuses et des calculs étriqués qui ne peuvent que lui être préjudiciables. Une implication infaillible qui se traduit sur le terrain par des mesures concrètes. Sous l'égide du souverain, l'agence Beit Mal Al-Quds s'est engagée dans la réalisation de projets concrets et dans divers domaines en faveur des Maqdissi. Son fer de lance, la préservation de l'identité culturelle de la ville sainte et l'amélioration des conditions de vie de sa population et appuyer sa résistance. Le souverain assure que la cité sacrée, patrimoine commun de l'humanité, a toujours été la terre de rencontre des adeptes des 3 religions monothéistes, un symbole fort de l'idéal de coexistence pacifique qui les unit. Car les peuples arabes et musulmans lui réservent une place particulière dans leur cœur, une considération de sa valeur symbolique tant spirituelle que religieuse. Son devenir est une question de statut final qui doit être réglée dans le cadre de négociations directes. Pour gagner ce pari, il est nécessaire de déployer des efforts intenses afin que la logique de paix, de coopération et la volonté de bâtir un espace convivial et prospère pour les peuples de la région l'emporte sur l'antagonisme et la conflictualité. Et de souligner, une fois de plus, que le blocage du processus politique entre Israéliens et Palestiniens ne rend pas service à la paix de la région, tout en encourageant tout signe positif et toute initiative louable, susceptible de rétablir le climat de confiance et de favoriser l'amorce de négociations responsables, conformément aux décisions de la légalité internationale et sur la base de la solution réaliste à 2 États. Sur ordre de Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir el-Mouminin, des prières rogatoires ont été accomplies aujourd'hui dans différentes mosquées et musallas à travers l'ensemble des régions et provinces du royaume. Des fidèles de Tanger à l'Aguera ont imploré le Tout-Puissant de répandre des pluies bienfaitrices sur terre en signe de miséricorde pour ses créatures, perpétuant ainsi la tradition du prophète Sidna Mohammed, paix et salut soit sur lui. Allez, il est temps pour nous de prendre la direction de Doha. Boubkar Ben Ghabrit nous embarque tout de suite dans sa chronique Coupe du Monde Qatar 2022. Bonsoir Boubkar. Bonsoir Mariam.
Donc les Lions de l'Atlas nous ont offert dimanche dernier un tsunami d'émotions dont on ne se remet toujours pas. On s'apprête déjà à vibrer après-demain pour un duel choc face au Canada. En tout cas, les Lions de l'Atlas sont avides de victoire. Ils sont déjà sur le chemin des entraînements, Boucar. Effectivement, ils ont eu leur dernière séance d'entraînement. Il y en aura peut-être une autre demain. Les Lions de l'Atlas, donc fin prêts à disputer leur 3e match du groupe F. Ça sera contre le Canada, ça sera jeudi. Le dernier match du premier tour face au Canada est décisif, il faut le dire, pour la qualification au 8e de finale. Après avoir joué un match héroïque face à la Belgique, les protégés de Walid Regragui seront face à un adversaire déterminé et voulant terminer le mondial par au moins une victoire. Sur le papier, au vu des 2 matchs face à la Croatie et la Belgique, le Maroc est donné bien entendu favori. Le sélectionneur national Walid Regragui a salué d'ailleurs le grand soutien des supporters marocains qui ont encouragé les Lions de l'Atlas jusqu'à la dernière minute et félicité surtout les joueurs pour leur rage de vaincre face au Diable Rouge. Alors à propos de la rencontre face au Canada jeudi, je vous propose d'écouter un jeune appelé en sélection. Il n'a que 18 ans, il est toujours sur le banc de touche. Il s'agit de Bilal El Khanous. Il nous parle de cette rencontre face au Canada et se dit très confiant. Oui, bien sûr, on est confiant pour tous les matchs. Qu'ils ont perdu 2 matchs, ça veut rien dire. J'ai vu le premier match contre la Belgique. C'est une bonne équipe avec très bons joueurs. Et nous, on prend chaque match au sérieux, on essaie de gagner chaque match et Inch'Allah, on va prendre les 3 points et aller au prochain tour. On prend à présent la direction de Doha. Nous sommes en ligne par Skype avec notre invité ce soir, Abdelali Ben Aboud, entraîneur du club Rayyan Al-Qatari. C'est Abdelali, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Alors nous sommes à J-2 pour affronter le Canada, un match qui ne sera pas de tout repos. Oui, c'est un match qui sera un petit peu difficile. Rien n'est fait, il faut jouer comme rien n'est fait. Un nul, ça donnera une qualification, mais une victoire, ça sera très excellente. Il ne faut pas rentrer dans les calculs. Donc, on espère voir une équipe nationale jouer comme elle a joué le dernier quart d'heure contre la Belgique. Le Canada voudra ce jour-là affronter, bien sûr, il affrontera le Maroc et voudra peut-être avoir ses 3 points de la victoire, ses premiers 3 points dans ce groupe F, mais disons que le Maroc saura comment diriger cette rencontre et Walid Regragui est conscient, je le disais, de l'importance de cette rencontre. Donc il ne faut pas sous-estimer ces Canadiens qui sont derniers du classement. Oui, une équipe canadienne qui est enthousiasme, mais son enthousiasme, son enthousiasme, ça lui fait oublier ses tâches défensives qui s'emportent toujours en attaque. Ils sont très bons, une équipe canadienne qui sont très bonnes techniquement, mais très mauvaises tactiquement. Mais ils sont très bons physiquement aussi. Ils sont des jeunes, ils sont très rapides. Pour cela, il faut rester serein avec un bloc avec le même état d'esprit, un bloc au milieu de terrain très compact qui ne laisse pas des espaces jouables pour les Canadiens. Et avec une transition très rapide, défense-attaque, parce que les Canadiens laissent beaucoup d'espace derrière eux. Et en exploitant bien nos attaquants, des joueurs clés comme Ziyech, Bouffal, ou la rentrée de Saberi qui est toujours été rentable. Alors justement, face au Canada, est-ce que vous pensez que Walid Regragui va reconduire la même formation avec bien sûr le changement de Bono qui reviendra dans les buts du Maroc? Non, je pense que Regragui a fait une stratégie qui donne ses résultats jusqu'à maintenant. Donc, je ne pense pas qu'il ira à changer sa stratégie. Toujours un bloc au milieu de terrain très compact, avec la même formation, je pense, avec des changements très, très efficaces aux dernières 20 minutes, aux dernières une demi-heure. Je pense qu'il va rester sur la même stratégie. Alors, dans ce groupe F, il y a beaucoup de calculs à faire. L'autre match, c'est
Belgique-Croatie et aucune des deux équipes ne voudra perdre cette rencontre. Pour nous, il faut gagner le match ou au moins un match nul pour ne pas rentrer dans ces détails de calcul. À chaque fois qu'on rentre dans ces calculs, d'après les expériences, on a toujours des problèmes. Il faut au moins rester, comme j'ai dit, la même stratégie, le même état d'esprit, surtout, très motivé, serein, compact, et bien exploiter les espaces derrière les Canadiens, parce que les Canadiens laissent beaucoup d'espace. La preuve, la Croatie a marqué 4 buts. Saad Ali, on a joué un match intense face à la Croatie, un deuxième match intense face, bien sûr, à la Belgique. Est-ce que vous pensez qu'on sera vraiment prêt physiquement face au Canada jeudi? Comme j'ai dit la dernière fois, on a un très bon banc de touche. C'est-à-dire, on n'a pas. Je pense que c'est la première fois qu'on a un effectif, un squad de 26 joueurs. N'importe quel joueur peut faire la différence. On a deux équipes. Oui. On a deux équipes. On peut aligner deux équipes. Oui, on a deux équipes. Et la preuve, les joueurs qui ont fait la différence contre la Belgique, ce sont des joueurs qui étaient sur le banc de touche. C'est Sabiri, Hamdallah et Abou Khalal. Donc, on a vraiment des bons joueurs sur le banc de touche. Oui, et malgré ça, je pense que première mi-temps, Regragui ne va pas prendre le risque de jouer. Il va jouer avec la même équipe. Toujours une équipe, on ne change pas une équipe gagnante. Alors, Saad Ali, on l'a vu lors des deux premières rencontres, le public et les supporters ont été le 12e homme sur le terrain. Ça sera de même, effectivement, jeudi. De même, ça sera dans le même stade. Et d'ailleurs, si tu rentres dans le site de FIFA, dans le recel, tu ne trouves aucun billet match Canada-Maroc. Et croyez-moi, les spectateurs marocains sont uniques à Doha. Ils font l'exception à Doha. Partout où tu vas, il y a du rouge et vert. Et je pense demain, Inch'Allah, ils seront le deuxième joueur. Eh bien, on croise les doigts, on fait comme ça pour jeudi et on espère avoir 3 autres points pour partir en 8e de finale tranquillement. Merci Saad Ali Ben Aboud. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur du club Ryan Al-Qatari, d'avoir été notre invité ce soir depuis Doha. Merci. Merci à vous et merci à notre équipe nationale qui nous fait de joie à ces moments-là. Effectivement. Merci beaucoup. Donc je rappelle le programme des matchs du groupe F. Jeudi 1er décembre, Maroc-Canada, c'est à 16h. Puis nous avons Belgique-Croatie, 16h également. Pour ce qui est du groupe E, le Japon affronte l'Espagne à 20h. Et l'Allemagne sera opposée au Costa Rica à 20h. Et pour ce qui est des matchs qui se sont déroulés aujourd'hui, l'Équateur a été battu par le Sénégal 2-1. Le Sénégal, premier pays donc africain, a passé au 8e de finale. Et puis les Pays-Bas ont pris le meilleur sur le pays organisateur, le Qatar, 2-0. Et puis 2 rencontres au programme ce soir. Dans le groupe B, l'Iran affronte les États-Unis, c'est à 20h. Et à la même heure, le Pays de Galles affronte l'Angleterre. Belle affiche également demain, 30 novembre. Le groupe C, la Pologne, sera opposée à l'Argentine. C'est à 20h. L'Arabie Saoudite, qui a encore des chances de se qualifier, sera opposée au Mexique. C'est à 20h également. Et puis, pour ce qui est du groupe D, la Tunisie jouera la France, 17h. Et l'Australie affrontera le Danemark. C'est à 17h. Et on ne peut pas faire l'impasse Boubkar sur ceux qui ont marqué l'histoire de ce tournoi planétaire. Le top 30 des meilleurs buteurs de tous les temps, c'est tout de suite. Eh bien, Mariam, nous sommes ce soir au 20e buteur de toute l'histoire d'un coup du monde. C'était la classe incarnée avec ses buts au compteur. Il a terminé buteur de la compétition. Il est incontestablement l'artisan du sacre mondial de son pays, l'Italie. Au total, Paolo Rossi, c'est de lui qu'il s'agit,
a marqué 9 buts en Coupe du Monde, 3 en 1978 lors du Mondial argentin et 6 en 1982 lors du Mondial organisé en Espagne. Il est décédé le 9 décembre 2020. Et on en arrive effectivement au mot de la fin. Luis Monti, dit Luisito, né en Argentine et milieu de terrain, est le seul joueur à avoir défendu les couleurs de 2 sélections différentes. Meriem, l'Argentine en 1930 et l'Italie en 1934. Il décède le 9 septembre 1983 à Buenos Aires. Cette Coupe du Monde aura décidément toujours de quoi nous étonner, Boubkar. Effectivement, il y a eu de très très grands joueurs qui ont marqué toute l'histoire de la Coupe du Monde. Et il y en a d'autres aujourd'hui sur le terrain au Qatar. Exactement. Donc rendez-vous Boubkar demain pour une nouvelle chronique. Et le numéro de demain sera consacré principalement à l'équipe nationale, à la veille du match face au Canada. Ce sera la veille du match. On souhaite bonne chance aux Lions de l'Atlas. Allez, loin des aficionados du ballon rond, allons à la rencontre des adeptes du shopping. On les croise nombreux en ce mois de novembre dans les centres commerciaux poussés, les portes des grandes enseignes. Ils l'attendaient depuis des mois. Le Black Friday est de retour. Cet événement commercial venu tout droit d'Amérique du Nord est l'occasion de se faire plaisir à petit prix. C'est un reportage à Casablanca avec Khalid Azdoun, Mohamed Amin El-Aroui et Maria Aouat. Dans ce grand moule casablancais, à l'instar des autres centres commerciaux, les enseignes publicitaires affichent la couleur. C'est le Black Friday. Jusqu'à 70% de remises exceptionnelles sur certains articles de prêt-à-porter. Un événement commercial que certains ne rateraient pour rien au monde. Nous mettons de l'argent de côté chaque fin de mois pour pouvoir faire du shopping durant le Black Friday. Nous attendons patiemment ce jour pour pouvoir acheter tous les vêtements qu'on avait repérés avant. J'ai établi un budget pour ce jour afin de pouvoir m'acheter ce que je veux. J'attends la période des soldes avec impatience. C'est une occasion rêvée de trouver des super promotions et de profiter de ce moment. Dans un contexte socio-économique difficile, les enseignes de prêt-à-porter jouent le jeu des promotions exceptionnelles et intensifient les ventes flash pour le plus grand bonheur des clients. À l'approche du Black Friday, nous savons d'avance quels sont les articles qui vont plaire à nos clients. Nous les mettons bien en évidence afin qu'ils ne passent pas inaperçus. J'étais en train de flâner lorsque j'ai remarqué qu'il y avait de très bonnes promotions sur les articles de sport. Je me suis finalement décidé à acheter plein de choses. Il était une fois le Black Friday, ou comment se faire plaisir sans compter. De quoi faire des cadeaux à toute la famille à l'approche des fêtes de fin d'année. Un petit moment de bonheur et de détente qui a lieu une fois par an. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l'année prochaine. Dernière escale du journal, Tanger, la ville du Détroit qui a vibré au rythme latino. El Colegio espagnol a prêté son décor à un concert contre les violences faites aux femmes. Des artistes femmes venues de tous bords donnent leurs voix engagées à cette manifestation organisée par l'Institut Cervantes et l'ambassade d'Espagne au Maroc. C'est un reportage d'Anissa Boumhadi, Saïd Najah et Maria Aouat. Sur scène, elles sont 4 femmes et un bassiste à chanter la liberté, mais aussi la femme, dans toute sa vérité. Un féminisme en corset et des mouvements du corps libres pour protester contre la violence faite aux femmes. Le groupe de musique Las Amigas est très populaire en Espagne et en Amérique latine. Ces femmes écrivent des chansons engagées avec des rythmes flamenco. Ce concert est une sorte de voyage, ode à la liberté. Voilà pourquoi nous avons choisi ce groupe pour lutter contre la violence faite aux femmes. Je suis là pour assister au concert du groupe Las Amigas, car c'est un groupe de musique très connu. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'il se produit pour une noble cause. Comme un prolongement du corps, les instruments s'enchaînent au rythme des chants et des mélodies qui portent un cri de femme très engagée.
Je suis très heureuse d'être ici pour ce premier concert dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un immense honneur de faire connaître notre groupe au public marocain. Nous dédions ce concert à toutes les femmes libres et vaillantes. Comme une nouvelle vague venue d'Espagne, l'activisme musical s'invite partout dans le monde. Féministe et engagée, Las Amigas prône des valeurs universelles, la liberté et la paix pour tous. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi à 20h30. Le retour de l'information avec le journal ici à Trébes suit des programmes à tous sur Haloula.